podcast des étudiants de l'ENSAMA pour les étudiants de l'ENSAMA. Un espace de rencontre pour mieux se connaître entre étudiants et étudiantes et échanger autour de nos pratiques d'atelier. Un podcast pour se rencontrer, pour te rencontrer, un moment pour tous les étudiants et étudiantes qui puisent dans nos ressources et dans nos expériences personnelles pour dessiner ensemble le visage qu'on veut donner à nos pratiques, à notre école et à nos futurs métiers. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Micro Croisé pour un nouvel épisode où aujourd'hui on parlera de stage de deuxième année de DNMAD. Moi je suis Alistair, je suis un étudiant en deuxième année de DNMAD, espace public et contexte urbain. Cette année, comme tous les étudiants de deuxième année, je dois trouver un stage. Tu dois trouver un stage aussi et on s'est posé plein de questions par rapport à ça. Pour préciser, en deuxième année de DNMAD, on doit participer à un stage de 3 mois dans une agence, un atelier ou une entreprise de notre choix. Quelque chose qui m'intéresse, et je pense qui intéresse plus d'un élève aussi, c'était de pouvoir partir à l'étranger, pouvoir découvrir de nouvelles expériences de travail, de nouvelles techniques, de nouvelles langues. En parlant avec d'autres élèves, j'ai compris que c'était pas impossible, loin de là. J'ai donc proposé à mes camarades de 3e année de DNMAD, qui ont réalisé un stage l'année dernière, de venir partager leurs expériences au micro de l'émission. Certains sont partis à l'étranger, d'autres dans une région ou un département d'outre-mer, mais tout ont en commun d'avoir effectué leur stage loin de Paris. Bonjour, moi c'est Jade Rosaire et je suis en 3e année espace public et contexte urbain et j'ai fait mon stage de 2e année à l'île de la Réunion. Bonjour, moi c'est Lorelai, je suis en 3e année d'espace public et contexte urbain et j'ai effectué mon stage en Guyane française. Bonjour, moi c'est Agathe, je suis en 3e année fresque et j'ai effectué une partie de mon stage à Venise en Italie. Et moi c'est Amélie, je suis en fresque dans la classe d'Agathe et j'ai fait mon stage dans 3 endroits différents, à Paris, à Valence en Espagne et au Cambodge. Ok, incroyable, vous avez tous voyagé, c'est génial. Cool, ouais, vraiment. Dans un premier temps, j'aimerais juste savoir déjà en quoi consiste le stage de DNMAD 2. C'est 3 mois à la fin de ton année qui sont censés valider ton cursus et c'est 3 mois pendant lesquels tu es confronté à la vraie vie du travail où tu vas voir si ta formation c'est celle qui va te plaire, parce que 3 mois c'est un temps assez long pour te rendre compte des choses. Ouais. C'est aussi un peu une continuité de ton stage effectué en première année, les 2 semaines. Ouais, moi également ça m'a permis de développer un peu des techniques complémentaires à ma formation que j'avais pas forcément vu à l'école, et là j'ai pu être dans un autre environnement où j'ai pu acquérir d'autres compétences quoi. Moi c'est un peu différent, mon stage de première année c'était pas du tout dans la fresque et l'art du mur, mais ça permet et 3 mois ça va te permettre de te focaliser, vraiment de se centrer, mais tu peux faire 3 stages différents. Pourquoi vous êtes parti aussi loin en fait? Genre pourquoi pas? Vous avez pas trouvé stage en France? Mais c'était quelle motivation à aller aussi loin? Moi c'était parce que je suis d'origine réunionnaise, donc je suis venue à Paris pour faire mes études. Et j'avais envie de retourner un peu chez moi, et puis en fait c'était un gros coup de chance, c'était le premier stage qui m'avait répondu positivement. C'était un à La Réunion, d'une élève qui l'avait déjà fait là-bas et qui m'avait vivement conseillé, donc c'était une occasion géniale parce que j'ai pu retourner chez moi pendant 4 mois. C'est ça, pareil pour moi. J'ai pu retourner dans le pays où je suis née et où j'ai grandi. Et c'était aussi une manière pour moi d'aller dans un environnement qui m'était habituel, tout en ayant un regard nouveau. Donc là, pour un stage plus professionnel, en urbanisme et en paysage. Donc c'était très intéressant dans la forêt amazonienne surtout. Et c'était vraiment cool. Moi, je suis allée pour apprendre le terrazzo, donc ça faisait sens d'aller en Italie. Vu que c'était une technique vénitienne, j'ai appris sur le terrain, quoi. Moi, du coup, j'ai pu retourner en Espagne comme chez ma famille. Et c'était aussi pour essayer de retourner dans un lieu que je connaissais, mais d'une autre manière. C'est parce que je connais Valence que pendant les vacances, mais pas comme si j'y travaillais. Mais il y a aussi la partie très découverte. Dans ma vie, jamais je pensais que j'allais partir en Asie. Résultat, j'ai ma meilleure amie qui m'a embarquée. Et puis c'est découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouvelles pratiques aussi, qui peuvent venir enrichir un peu ta scolarité, ton cursus. Donc c'est vraiment bon à apprendre en fait. Tu découvres non seulement une nouvelle pratique, de nouvelles personnes, de nouvelles langues, et ton réseau artistique, ton réseau, il s'amplifie. Et c'était pas trop dur à trouver comme stage? Ça dépend. Je pense qu'il y a quand c'est dans des milieux où est-ce qu'on est né, des milieux familiaux, généralement, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai fait tourner les contacts. Vraiment, c'est que du contact. Même sur les réseaux sociaux maintenant, il y a une accessibilité qui est super simple. Après, il faut avoir des acceptations. Il faut que ce soit autorisé, quoi, mais... Oui, et puis à l'ENSAMA, en vrai, si tu cherches un stage, je sais pas, en Italie, on va dire, et que
t'as un BDE qui est hyper réactif, t'as une école qui est hyper réactive. S'ils ont tous les réseaux, ils vont les partager, donc c'est hyper, c'est génial ici. On est bien informés et c'est ça qui est bien aussi. Je pense qu'on a une école où on a la chance qu'il y a déjà eu beaucoup d'élèves qui sont partis en stage à l'étranger. Donc typiquement, moi je suis pas la première de ma section à être partie dans cette entreprise-là. On est genre 3-4 à être partis avant là-bas, et du coup en fait ça permet de créer des liens un peu avec les gens là-bas, quoi. Donc ça facilite le stage, quoi. Je pense que si c'était pas pour l'ENSAMA, je serais jamais partie en Italie, quoi. C'est un peu je fais l'apologie de l'école, mais ça t'ouvre des portes. Ouais, c'est ça. C'est puis en plus, il y a l'intranet où est-ce que Benjamin Bizet il met toutes les références de stages qui ont été faits, donc c'est un répertoire qui est quand même très nécessaire. Et il y a beaucoup même il y a des grandes entreprises de luxe auxquelles on se dit en fait c'est pas accessible, mais en réalité si. Donc ça permet aussi de te rendre compte des possibilités qu'il y a en fait. Ouais, et puis même pour après, tu te rends compte que tout ce réseau auquel tu as accès, c'est un réseau auquel tu peux potentiellement postuler plus tard. C'est trop bien. Mais après, c'est aussi des stages qui peuvent venir à vous. Moi, c'est une de mes amies, elle faisait partie d'une association. Elle est venue, elle m'a dit est-ce que t'es pas chaud de faire partie de l'association? Et j'étais en mode ok, mais à condition que ça fasse partie de mon stage. Elle dit oui, c'est complètement possible. Okay. Donc il faut savoir juste saisir les opportunités aussi qui s'offrent à vous. Tous vos stages, ils se sont passés dans des bonnes conditions, où il y avait des remarques à faire, ou des choses vraiment un choc culturel, ou des manières de travailler auxquelles vous n'avez pas l'habitude, des manières de faire et tout ça, et même la barrière de la langue. Enfin, pour toi par exemple qui est parti au Cambodge. Alors ils savaient pas non plus parler anglais, donc on utilisait un peu Google Traduction, sauf que Google Traduction, moi c'était dans un village paumé, c'était à Uni pour Samrong, c'était pour construire une école, et j'ai fait une fresque dans la bibliothèque, donc ça rentrait dans le cadre de mon stage. Mais la barrière de la langue là-bas, faut pas avoir peur, parce que déjà ils sont très expressifs au niveau de la manière de parler, au niveau des mains, au niveau de la gestuelle, et c'est une mission humanitaire, donc c'est quand même très humain. Et j'ai eu l'impression, même si on parlait pas la même langue, de les comprendre plus eux que certaines personnes de mon équipe qui parlaient français. Donc c'est... Puis en plus, t'apprends des mots un petit peu par-ci par-là, mais ça reste un peu en toi, donc c'est vraiment chouette. Et aussi au niveau des conditions, c'est très particulier le Cambodge. Déjà on dormait tous dans la même chambre, on avait des moustiquaires, il fallait qu'on achète tout le matos sur place là-bas, donc c'est-à-dire des ventilateurs, et il faut savoir vivre ensemble, parce que le seul moment où t'es avec toi-même, c'est que à le moment où tu te laves et que t'es juste avec ta bassine d'eau, et c'est parce que tu partages ta nuit avec les gens, t'es tout le temps sur le chantier, donc t'es constamment avec des personnes. Après il faut se connaître un minimum en société, ou alors après justement tu peux apprendre à connaître là-bas. Et toi Agathe? Moi pareil, pour la barrière de la langue, en fait je suis partie en Italie, je connaissais 3 mots d'italien, je faisais Duolingo, mais ça m'a pas beaucoup aidé quoi. Et en fait j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui constituait de 7 personnes, donc en fait c'était vraiment taille humaine. Donc en fait j'ai eu le temps de sympathiser avec des collègues qui ont fait l'effort de parler anglais avec moi et d'essayer de ma conversation. Okay. Mais évidemment, forcément pendant les pauses déj et pendant les trucs où c'était un peu stressé, ils parlaient tous italien et j'étais à côté à rien comprendre quoi. Donc forcément il y a des moments où c'est un peu compliqué parce que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, machin, mais en fait ça va parce que tu t'adaptes. Et puis comme dit Amélie, moi j'ai aussi chopé 2-3 mots d'italien et du coup à la fin j'arrivais un peu à communiquer. Et pour les difficultés, moi c'était surtout avant le voyage où j'ai galéré parce que j'ai dû trouver un logement à Venise en juillet. Donc c'est-à-dire que c'était compliqué quoi. J'ai fini par trouver un Airbnb à Mestre parce qu'en fait j'avais regardé des vrais appartements on va dire, mais en fait ils proposaient tous à partir de 3 mois. Donc ça c'est un truc qu'il faut prendre en compte dans les stages. Pour les logements c'est toujours compliqué de trouver moi en tout cas le prix était assez élevé parce que c'est un Airbnb et donc forcément ça augmente rapidement quoi. Mais voilà. Et puis pareil aussi. En fait, on est soumis à la juridiction des pays. Donc, par exemple, moi, je faisais du 40 heures semaine et j'étais pas rémunérée. Ils m'ont juste payé mes repas du midi. Comme dit, c'était quand même une super expérience. Mais après, faut être prêt à faire des concessions et à se dire, ok, c'est pas comme en France. Il y a des moments où je travaillerai plus et voilà quoi. Mais ouais, non, c'était très cool. Puis au niveau des logements, faut pas hésiter à demander aux entreprises s'ils ont des connaissances aussi. C'est toujours jouer sur le contact. Ouais, aussi. Et puis les groupes Facebook aussi, c'est pas mal. Ouais. Moi j'avais un rejoint qui était genre Venise, appartement Venise et tout. Et j'en ai pas trouvé, mais j'ai vu qu'il y avait des plans assez intéressants pour à partir de 2 mois par exemple. Donc ça aussi c'est une bonne astuce.
Moi, ça a été une très bonne expérience. J'ai pu me ressourcer. J'étais logée chez mon père, donc ça c'était assez cool. Et pour les barrières de la langue, on parle français en Guyane, donc c'est assez simple, ou créole guyanais. Bon, je parle pas le créole guyanais, mais voilà. Et non, le stage il s'est bien passé. Et franchement, ça m'a permis de certes me ressourcer, mais d'en apprendre beaucoup plus sur ma culture, même si c'est ma culture. Et sinon, non, tout s'est très bien passé. Aucune difficulté à m'intégrer. Moi, ça s'est trop bien passé. Je sais pas, c'était parce que mon agence, enfin l'agence où j'ai fait mon stage était géniale, ou juste parce que c'était La Réunion. J'imagine que c'est un peu des deux. Il y avait pas de barrière de la langue. On parlait en créole et en français. Et je parle créole couramment parce que j'ai grandi là-bas. Je me suis rendu compte des différences qu'il pouvait y avoir grâce à une autre stagiaire qui du coup est devenue une amie, qui elle s'appelle Juliette et qui venait d'Angleterre et qui était venue à La Réunion pour cette agence-là parce que c'était une grosse agence. Et du coup tous les midis on faisait un espèce de compte rendu et elle me disait on m'a dit ça, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire, là on m'a dit qu'on allait faire ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis c'est quand même c'est une autre manière, c'est un autre rythme de vie. La Réunion quand même, genre aux pauses de midi, on allait voir des baleines parce que c'était la saison des baleines. Donc juste, on allait au bord de mer, on allait voir des baleines, on revenait. Et puis encore une fois, je sais pas, c'était l'agence où j'étais qui était trop cool ou juste La Réunion, mais on m'emmenait voir plein de stages différents, plein de chantiers. J'ai pu faire plein de choses, j'ai même présenté des projets, donc c'était vraiment génial. C'était une superbe expérience. Ok. Ouais, il faut savoir s'adapter en fait. Il faut savoir s'adapter à chaque condition qui sont à toi, parce que à chaque endroit auquel j'ai été, c'était d'une manière très différente. Ouais. Comme j'ai été dans 3 endroits, marché au Puce de Saint-Ouen pour Paris, je me levais à 7h pour arriver à 8h30. Je revenais chez moi, il était 18h. En Espagne, je commençais à 11h, je repartais à 15h. Et au Cambodge, c'était littéralement... Après, il y avait la vie aussi en communauté, c'est-à-dire qu'il fallait que tu participes au petit-déj, donc il fallait que tu te réveilles à 5h. Donc quand c'était ton tour, enfin il y a plein de choses à prendre en considération. Ok, donc plein d'expériences différentes et tout ça, que ce soit culturellement et tout ça. Mais Ouais, puis même en comparant avec les camarades de classe qui eux ont fait leur stage à Paris, tu te rends compte qu'on n'a pas du tout fait les mêmes choses. Je sais pas si vous c'est la même pareil, c'est pareil, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait les mêmes choses du tout, qu'on n'a pas vu les mêmes choses, qu'on n'a pas parlé des mêmes choses. Puis comme c'est des contextes différents avec des histoires différentes, on apprend des nouvelles choses. Oui, c'est ça. c'est exactement le point que je voulais aborder justement. C'était aussi ma question la suivante. C'était: est-ce que vous trouvez vraiment que cette expérience de stage a vraiment changé votre manière de travailler ou vous a mis dans d'autres directions d'un point de vue justement de votre travail ou même de vos productions personnelles? Moi ça a un peu tout chamboulé parce que de base j'étais persuadée de vouloir faire de l'architecture et de vouloir être architecte. Et donc l'agence où j'étais s'appelle l'atelier, donc je veux dire l'atelier parce que l'agence c'est long. Donc à l'atelier il y avait des architectes, des ingénieurs, des architectes d'intérieur, et il y avait vraiment tous les domaines qu'on peut voir de l'architecture. Et mon maître de stage m'a permis de passer du temps avec les architectes d'intérieur, les ingénieurs, et en fait je me suis rendu compte que l'architecture ça m'intéressait pas du tout, j'ai pas du tout envie de faire ça. Alors qu'au contraire, j'ai fait beaucoup d'architecture d'intérieur, et ça j'ai kiffé, c'était trop bien, et j'allais voir les clients, et je me rendais sur place, on faisait des déplacements en moto, c'était vraiment génial. Et du coup, j'étais rentrée dans l'agence avec un petit moi j'ai envie d'être architecte, j'en suis sûre, et je l'ai fait et j'ai vu et j'ai pas du tout aimé et j'en suis ressortie avec non en fait, j'ai envie d'être architecte d'intérieur. Et du coup, c'est vers ça que je me dirige. L'endroit du coup, ça t'as envie de travailler à Paris, n'importe où, ou vraiment t'as juste envie de travailler à cet endroit? Je sais pas du tout. J'ai aucune certitude. Je sais juste que le fait d'avoir découvert une autre culture, même si c'était la mienne, mais c'est une culture du travail qui, je pense, est différente de celle de Paris. J'ai envie d'en découvrir d'autres, de voir outre Paris. J'ai envie d'aller ailleurs, genre en Espagne ou en Angleterre, ou voir comment les autres y font. Moi, personnellement, même si j'ai fait un stage en urbanisme et en paysage, j'aimerais faire de l'architecture d'intérieur. Mais omnis ce détail, moi je suis vraiment rassurée sur le fait que je vais aller travailler en Guyane plus tard. C'est sûr et certain. Après mes études, je retourne vivre chez moi. Enfin, franchement là, oui c'est ça. J'étais pas très sûre, mais là ce stage il m'a vraiment confirmé que j'ai envie de travailler là-bas, peu importe le métier. Ouais, comme quoi le cadre c'est super important pour toi en fait. Ouais. Moi ça m'a permis de découvrir une vraie expérience de chantier, parce que à l'école en fait on fait des fresques, on travaille machin, mais là c'était vraiment ma première expérience entreprise,
t'arrives à 8h, on te donne un boulot, tu dois travailler, pause déj, machin. Enfin, ce que j'ai vraiment aimé, c'était et de découvrir, parce qu'il y avait forcément des différences culturelles en Italie, mais c'était quand même vraiment une vie limite BTP, quoi. Donc c'est ça que j'aimais aimer. Et franchement, ça m'a confirmé dans le fait que c'était un milieu qui me plaisait bien. Et je me dis, je vais peut-être alterner plusieurs activités, mais si je me retrouve à faire un truc plus BTP, je pense que je le ferai et j'accepterai sans hésiter, quoi. C'est vraiment ça j'avais besoin d'une vraie expérience, comme vous l'avez dit, en entreprise, pour me rendre compte de ça, quoi, je pense. Moi, c'est surtout, ça m'a permis de me rendre compte que le travail en chantier, mais pour une mission humanitaire, c'est une expérience vraiment à vivre parce que tu développes des relations que je n'ai pas développées avec mes maîtres de stage, même si ça s'est très bien passé. Et c'est aussi l'échelle internationale qui était super importante. Dans chaque endroit où est-ce que je suis passée, j'ai laissé une trace de créativité qui était en moi. Et j'ai juste envie de continuer, mais c'est un peu partout dans le monde. Ça m'a juste donné plus de motivation à vouloir partir un peu plus loin et avec plus de créativité pour essayer d'en proposer aux autres. On peut dire que juste ça vous a ouvert l'esprit à ce que vous pourrez faire plus tard, ça vous a un peu ouvert les yeux, et comme tu dis, d'un point de vue de créativité, ça vous a lancé un peu de ce que j'ai compris. Perso, ça m'a permis aussi d'un peu de sortir de ma coquille et de ma zone de confort. Parce que, en fait, je me suis retrouvée à devoir parler anglais, italien. Des fois, j'étais avec des patrons qui parlaient pas du tout anglais. Donc, en fait, je passais la journée avec un gars qui parlait que italien. On parlait avec les mains et tout. On essayait de bosser ensemble. Et ça m'a permis de vraiment, m'ouvrir, quoi. Parce que, avant, j'avais tendance à juste un peu rester dans ma zone de confort, à rien faire. Et là, j'étais obligée vraiment de communiquer, quoi. Donc c'est ça, je trouve intéressant, de vraiment partir à l'étranger, quoi. Ça te forme, quoi. Et il faut pas voir le stage comme une contrainte, mais plus comme une expérience qui va nous permettre de pouvoir prendre de bonnes décisions pour notre futur, ou même se rassurer dans des décisions qu'on avait prises ou autres. 3 mois de stage à l'étranger, c'est l'occasion parfaite pour te découvrir une autre culture, pour découvrir autre chose, comment les autres y font. On fait nos études à Paris, nos amis sont parisiens. C'est ça, tu fais tes études à Paris et puis tu vois pas grand chose d'autre que Paris, alors que on a tellement de chance d'être dans cette école et de pouvoir faire plein d'autres choses et d'aller dans plein d'autres pays. Après, avec Paris, c'est ce qui vient, c'est qu'il y a énormément de diversité culturelle aussi, même. Donc après, on en apprend, on a d'autres apprentissages quand tu fais ton stage à Paris. Et du coup, d'un point de vue financier, j'aimerais savoir si ça a été difficile, si vous aviez bénéficié d'aide, et si oui, lesquelles. Il faut quand même être prêt à faire des sacrifices quand tu fais ton stage à l'étranger, parce que les bourses Erasmus, je crois qu'il y en a très peu, c'est limité, il faut les faire très tôt. Et Lorelai et moi, comme on est resté en France, on n'a pas eu de bourse, mais on a toutes les deux eu un billet d'avion à payer de plus de 1 000 €. Puis il y a aussi le logement qui reste inhabité, à part si on fait de la sous-loc. Bon, moi j'en ai pas fait, donc c'est aussi à payer. Il y a un loyer dans le vide pendant la durée du stage, c'est le billet d'avion, on avait la chance, on était chez notre famille, donc on n'avait pas de double loyer à payer. Mais avant de faire un stage à l'étranger, c'est vrai qu'il faut prendre en compte tous les sacrifices financiers que ça peut amener. Ouais, du coup, pour les bourses, moi, j'en ai pas bénéficié non plus, parce qu'il y avait la bourse Erasmus, mais qui est disponible à partir de 2 mois de voyage. Et il y avait la bourse IDF aussi, mais par contre, ça, j'étais juste pas éligible. La bourse Erasmus, parce que je crois que c'était minimum 2 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme j'ai fait un mois pour chaque stage, je pouvais pas en bénéficier. Pour ce qui est du prix, donc oui, j'ai quand même dépensé pas mal d'argent. Pour l'association, sachez que si vous êtes imposable et que vous payez le billet d'avion, c'est moins 66%. Donc ça aide quand même beaucoup. Et avec le stage, moi j'étais nourrie, logée. Donc en vrai j'ai quand même économisé pas mal. Après moi du coup j'ai pas eu de bourse, donc comme dit loyer à Mestre, donc à côté de Venise, très cher. Après pas de rémunération de l'entreprise à part repas du midi. Donc je me suis débrouillée, comme dit, je bouffais beaucoup le midi et puis le soir voilà quoi, ça mangeait 2-3 pommes puis ça se couchait quoi. Enfin non mais comme dit ça c'est après faut prendre en compte ça, l'aspect financier. Il y a comme dit il y a des aides quoi, mais c'est limité à l'avance. Ouais, c'est ça, exactement. Toi, t'as fait comment pour l'aspect financier? C'était pas trop... Non, c'était pas difficile. Et puis mon père, il a un restaurant, du coup... manger. C'est ça pour manger, hein. Oui. Toi, pourquoi tu veux faire un stage à l'étranger? Du coup, moi, j'irai en Angleterre. Et c'est un peu comme... Non, c'est pas l'étranger, toi. C'est un peu comme vous deux. Ouais. J'aimerais bien peut-être justement redécouvrir la culture anglaise, mais d'un point de vue du travail.
Parce que tu es anglais. Ah oui, je suis anglais. Ok, donc ça va te faciliter la tâche parce que le Brexit, là, avec le stage, c'est galère. Mais ouais, carrément, c'est ça. Redécouvrir une culture anglaise, une culture du travail qui est totalement différente de la France. Et même, je crois, et je le sais plus ou moins de ce qu'on m'a dit, l'architecture à l'anglaise et à l'anglo-saxonne n'est pas du tout la même approche que l'architecture francophone. Et rien que ça, enfin du monde francophone, et rien que ça, ce serait déjà super intéressant de voir un autre point de vue du travail. Et peut-être que ça m'ancrerait plus dans mon envie d'être architecte, ou au contraire, comme toi, ça va changer de perception. C'est ça, peut-être ça changera totalement ma perception et mon envie future. Donc voilà pourquoi j'aimerais bien partir à l'étranger. C'est chouette. J'espère que pour les personnes qui recherchaient un stage à l'étranger ou qui se demandaient même ce qu'était un stage dans le cursus du DNMAD, j'espère que ça a plus ou moins répondu à certaines de vos questions, de vos attentes. Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés, et je pense que merci. Ça nous a tous fait plaisir. Faites un stage à l'étranger. C'est ça, allez-y, voyagez, voyez du monde. C'est l'occasion. Suite à ces discussions avec mes camarades, il y avait encore des points que je souhaitais éclaircir. Je suis donc allé m'entretenir avec Benjamin Bizet, au secrétariat de direction. Bonjour Benjamin. Bonjour Alistair. J'aimerais vous poser quelques questions concernant les stages de deuxième année de DNMAD. Avec plaisir. J'aimerais savoir à quel point les stages ont une influence ou contribuent à l'obtention du diplôme. Donc les différents référentiels du diplôme national des métiers d'art et du design stipulent et précisent que le stage conditionne l'obtention du diplôme. Donc les stages peuvent durer entre 12 et 16 semaines, donc entre 3 et 4 mois. Et ils contribuent, ils conditionnent l'obtention du diplôme. Donc, ils sont une partie pleine et entière de votre formation à l'ENSAMA, de votre licence. Et sans le stage, vous ne pouvez pas obtenir votre diplôme. Suite au stage, on a un rendu de stage, enfin un rapport de stage. J'aimerais bien savoir quels critères sont pris en compte lors de l'évaluation du stage. Alors, de cela. Ouais, bien sûr. Donc, il y a une vingtaine de critères qui sont pris en compte, qui sont des critères donc de l'évaluation professionnelle, si vous voulez, du temps qui est passé en entreprise. Je vais pas passer en détail la vingtaine de critères et de paramètres. Ceci étant dit, ces derniers servent donc à l'évaluation du rapport de stage et du temps que vous avez passé en entreprise lors d'un oral de rendu de rapport de stage, qui est fait donc en troisième année de DNMAD ou en deuxième année de DSA, puisque les DSA 1, donc en diplôme supérieur d'art appliqué, doivent également effectuer entre 12 et 16 semaines de stage pour valider le DSA. Donc que ce soit en DNMAD ou en DSA, il y a un temps de rendu et un oral de rapport de stage qui a lieu en troisième année de DNMAD ou en deuxième année de DSA. Ok, d'accord. Et du coup, comme ce stage est nécessaire à la validation du diplôme, on est d'accord qu'un stage de deuxième année de DNMAD, on peut le séparer en plusieurs temps, on n'est pas obligé de faire dans le même atelier ou le même endroit d'un seul coup. Tu as absolument raison. Vous devez valider entre 12 et 16 semaines de stage que vous répartissez comme vous le souhaitez dans autant d'entreprises que vous le voulez. Okay. Donc, les situations sont très protéiformes et différentes selon les parcours, selon notamment si c'est du design ou des métiers d'art, parce que souvent en métiers d'art, en lac, vitrail, métal, textile, etc., les étudiants ont plutôt vocation à aller dans différents ateliers. Donc, à couper cette période de 12 semaines en plusieurs fois 2 semaines, 3 semaines, ou parfois même une seule semaine passée dans un atelier. Okay. Et donc, l'idée, c'est que la totalité de ces semaines, in fine, totalise 12 à 16 semaines de stage. Nous essayons, dans la mesure du possible, de favoriser les stages longs, parce qu'ils permettent un temps en entreprise qui permet des travaux plus en profondeur, qui permet une intégration, voilà, une assimilation à l'entreprise qui est plus intéressante, souvent pour vous, et plus profonde. Mais on s'adapte et vous faites effectivement autant de conventions et de demandes de conventions que vous le souhaitez, tant qu'à la fin, et sous réserve de l'aval pédagogique que vous donnent vos équipes, vous ayez totalisé entre 12 et 16 semaines de stage qui vous permettent d'obtenir votre diplôme. Tout à fait. Ok, ça marche. D'ailleurs, vous parliez justement des conventions de stage et des demandes de conventions de stage. Donc, y a-t-il des outils mis à disposition ou
C'est à travers l'intranet qu'on fait, à travers vous? Tout à fait des outils mis à votre disposition, comme vous le dites très bien, l'intranet, et ça passe effectivement par moi. Donc, on retrouve sur l'intranet de l'école, donc via le site de l'école, vous avez tous un accès à l'intranet où vous retrouvez énormément d'éléments différents et entre autres différents interfaces liées au stage. La première d'entre elles, c'est donc l'interface de demande de convention qui recense les informations générales à propos du stage, donc les dates, les lieux, le numéro de SIRET, les noms du tuteur de stage, voilà, différentes informations générales, ce qui vous génère un document qui vous permettra d'obtenir simplement dans un premier temps l'aval pédagogique de vos enseignants d'atelier, qui en fait à cette occasion évalue la pertinence du stage. Okay. Lorsque cette demande de convention est validée et acceptée par les enseignants d'atelier, vous me l'apportez ou vous me la faites suivre par mail et je vous délivre à ce moment-là la convention définitive, convention qui va avoir un chemin très précis puisqu'elle est d'abord envoyée à l'entreprise pour que cette dernière la remplisse et la signe, qui vous la renvoie alors, c'est à ce moment-là que vous êtes très attentif au contenu de la convention, et si vous êtes d'accord avec ce contenu, vous la signez, vous la faites ensuite suivre à votre enseignant d'atelier qui la signe, et en tout dernier lieu, c'est le directeur de l'établissement qui la valide. C'est donc une convention qui est quadripartite, entreprise, étudiant, enseignant, établissement. D'accord. Voilà. Vous avez également dans l'intranet différents autres outils qui sont mis à votre disposition, notamment un moteur de recherche d'entreprise dans lequel vous retrouverez toutes les entreprises qui ont déjà pris des étudiants de l'ENSAMA en stage depuis 2015. Okay. Donc c'est un vivier de recherche extrêmement riche qui recense des milliers d'entreprises dans énormément de domaines différents. Le moteur de recherche est très bien fait et je remercie en ce sens Monsieur Guy qui est l'ingénieur de toute cette interface et qui vous permet de rechercher par pays, par champ d'application, d'activité, par anciens étudiants. Parfois vous connaissez un ancien étudiant qui a fait un stage quelque part et vous voulez aller dans cet endroit. Donc si vous tapez son nom, vous le retrouvez. Et donc il y a un vrai c'est un vrai appui, c'est une vraie assistance et ça vous permet de ne pas naviguer un petit peu dans le vide. Ok, ça marche. Et du coup, la convention de stage, si je comprends bien, est-ce qu'elle se suffit à elle-même ou on a besoin de rajouter, je ne sais pas, des justificatifs de domicile ou... Non, pas du tout. La convention de stage est très exhaustive. Elle reprend tous les textes de loi et de droit du travail qui encadrent ce temps de stage en entreprise. Elle se suffit à elle-même. Ceci étant dit, si d'aventure il y avait des modifications a posteriori du type interruption de stage, prolongation de stage, évolution des gratifications ou d'autres évolutions post-signature, nous avons différents avenants qui permettent d'acter et d'enregistrer ces différentes informations, puisque souvent, nous pendant que vous êtes en stage, on continue à suivre le stage, vos enseignants et l'administration, et nous sommes toujours très réactifs s'il y avait besoin de préciser ou de repenser certaines modalités et paramètres de fonctionnement du stage, notamment les dates ou la gratification aux différentes informations comme ça. Et justement, comment est-ce qu'ils s'organisent ? Ce sont les enseignants qui décident avec vous et souvent l'entreprise des modalités de suivi qui peuvent être différentes. En tout cas, un suivi par mail, si vous voulez. Parfois, les enseignants se rendent directement dans les entreprises. Ils sont toujours en lien avec vous et avec les entreprises. Et c'est eux et vous qui décidez d'un commun accord. Et si vous voulez, tous les stages étant différents par ailleurs. On ne suit pas un stage en Australie comme on suit un stage qui est juste en banlieue parisienne. Bien évidemment. On se rend dans un atelier ou quoi. Par ailleurs, souvent, notamment les enseignants en métier d'art ont des liens très proches avec les différents maîtres de stage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ateliers, etc. Donc, selon les parcours, selon les enseignants, selon les entreprises et les modalités de communication qui sont décidées aussi avec vous, il y a différentes façons de suivre un stage, mais tous les enseignants restent de toute façon toujours en contact avec tous les étudiants et avec les entreprises pour suivre et être surtout réactif si d'aventure il y a quelque chose qui se passait mal, parce que chaque année, bien que 98% de ces stages aillent toujours très bien et que tout se passe bien, on a de façon très marginale toujours quelques situations un petit peu délicates, par exemple du type le contenu du stage ne correspond en fait pas à ce qui était noté dans la convention, ou en fait voilà il y a moins d'intérêt, ou un accident de travail même. Un accident de travail, ça arrive aussi de temps en temps, voilà. Donc nous on a toute la suite administrative à donner à tout ça. Parfois, il y a même des mésententes humaines, si vous voulez. Il y a des situations où tout ça sont des personnalités, donc il y a des choses qui fonctionnent pas. Donc c'est très important que les enseignants et l'administration restent vigilantes et réactives aux différentes situations, ce que nous faisons pendant toute la période de stage. Ça, donc même si l'élève
est tout seul avec l'entreprise, il n'est pas tout seul, il reste suivi. Absolument. Toujours des gens qui sont là pour l'encadrer, tout ça. Absolument. Ok, parfait. Et pendant l'été, et les enseignants et moi maintenons une veille qui nous permet de s'il y avait le moindre souci, pouvoir réagir rapidement et efficacement et voilà, prendre en charge tout ça. Et j'aimerais aborder un dernier point. Comment la législation française concernant les stages s'applique-t-elle aux stages effectués à l'étranger ? De façon très simple, elle ne s'applique pas. Ok. Donc en fait, la législation qui encadre les stages dépend toujours des pays d'accueil, c'est ça, pas des pays d'envoi. Donc à différents niveaux, je vous donne un exemple assez précis, la gratification par exemple, vous avez des pays dans le monde, par exemple en Belgique, vous pouvez faire 6 mois de stage sans être payé. Ok. En Allemagne, vous devez être payé dès le premier mois. Et donc c'est aussi à vous. Moi, j'essaye de vous accompagner du mieux que je peux dans toutes ces démarches, et du coup, je suis assez au courant de différentes fonctionnements dans différents pays. Mais c'est aussi à vous d'être très vigilant quand vous partez dans l'un ou l'autre pays, d'être conscient des différentes règles et du droit du travail qui encadrent le fonctionnement des stages. Et ils sont différents dans tous les pays du monde. Ça, c'est un peu au travail du coup du stagiaire, enfin de l'élève qui demande son stage là-bas, de un peu se renseigner aussi sur les lois et sur les modalités de travail de là où il va. Exactement. Et de fonctionnement et d'hébergement et de gratification et d'assurance et de voilà, parce que effectivement, donc moi j'essaie de vous accompagner, l'école essaie de vous accompagner, mais ça fait partie effectivement aussi des initiatives à prendre en tant qu'étudiant en recherche de stage. Ouais. Ok, ça marche. D'anticiper ce type de situation. D'un point de vue financier, est-ce que l'ENSAMA ou l'Île-de-France proposerait des bourses pour aider les étudiants qui décideraient de partir loin de Paris? Il y a des façons de trouver des financements un petit peu tiers. Pas l'ENSAMA directement en tant qu'institution, mais par exemple, pour les stages à l'international, vous avez des très belles bourses Erasmus+, qui sont délivrées par Madame Serre, qui est en charge des relations internationales à l'école. Et donc, ce sont pour des stages qui font minimum 2 mois, en DNMAT 2, qui concernent 27 pays, voilà, et qui peuvent vous permettre de vous accompagner financièrement pendant ces stages. L'enjeu des stages, en réalité, c'est surtout d'essayer d'être rémunéré en réalité. Je me permets d'ailleurs à ce sujet de rappeler un élément qui me semble important, c'est que la gratification concernant les stages est la suivante. Tout stage qui excède une période de 2 mois, c'est-à-dire 44 jours ouvrés travaillés, doit être rémunéré gratifié au taux minimal de 4,35 € de l'heure, ce qui fait peu ou prou 650 € par mois. C'est ça. Et donc, la situation des stages, c'est un petit peu celle-ci, c'est que vous êtes dans des situations qui restent relativement précaires, si vous voulez, et à la fois, vous commencez à entrer sur le marché du travail, vous avez des compétences, vous êtes dans un diplôme, en train de passer un diplôme qui est quand même professionnalisant, qui a de la valeur, etc. Et donc, c'est aussi l'occasion de commencer à discuter un petit peu avec les entreprises, des fonctionnements, des rémunérations, et d'essayer un petit peu de faire valoir vos capacités et votre travail, si vous voulez, et d'essayer d'en tirer une gratification, parce que c'est des situations qui sont serrées, qui sont pas faciles pour vous, c'est des périodes où vous n'êtes pas encore en train de travailler, donc voilà, vous êtes encore relativement précaire. Et voilà, donc c'est important de commencer à discuter avec les entreprises, ce que j'essaye de faire également avec vous si besoin. Mais voilà, c'est un peu là que le bas blesse et c'est là que ça se joue. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est sur cette interview qu'on va se quitter. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouvel épisode.